Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information dont voici les titres. Toujours aucune date pour l'ouverture du procès des massacres du 28 septembre 2009, le ministre de la Justice affirme qu'il faut faire le nécessaire afin que le procès débute au début de l'année prochaine. Pendant ce temps, les victimes attendent depuis 10 ans la lumière sur cette affaire. L'ancien ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté brise le silence et s'exprime sur l'actualité sociopolitique nationale. Khalifa Gassama Diaby demande au président de la République de renoncer à toute volonté de s'éterniser au pouvoir. Vous en saurez plus dans cette édition. Jacques Chirac a tiré sa révérence ce jeudi à l'âge de 86 ans. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité avant celui de président de la République française de 1995 à 2007. Il est considéré comme l'un de ceux qui auront le plus marqué la République française. Bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais à l'instant, les victimes des massacres du stade du 28 septembre doivent encore attendre avant de connaître la date pour la tenue d'un procès qui tarde à venir. Il faudra réunir tous les moyens nécessaires pour le faire dès le début de l'année, a fait savoir le ministre de la Justice face à la presse ce jeudi. Djibril Ba et Mohamed Al-Husseini Kamara étaient au ministère de la Justice. Suivi. Dans moins de 72 heures, les Guinéens vont commémorer les événements du 28 septembre 2009. Les victimes sont les plus concernées. 10 ans après, elles gardent leur mal en patience car tout n'est pas prêt pour tenir les assises de ce dossier. Cette formation, je vous dis, elle est prise en compte par la France et par les Nations Unies, qui vont nous envoyer un expert, qui vont prendre ces magistrats en main et ce personnel judiciaire, surtout pour la gestion du stress. Parce que c'est ce qui est important dans ça. Au lendemain de cette commémoration, les victimes des événements du 28 septembre demandent réparation et dédommagement. Cela après que les leaders politiques aient reçu chacun un montant de 2 milliards de francs guinéens. Les témoins seront mis en mesure d'être présents. On prendra en compte leur transport, leur séjour et leur sécurité. Les victimes aussi qui sont à l'extérieur, tout le monde sera convoqué. Ceux qui seront en difficulté de venir seront assistés, n'est-ce pas, pour être présents au procès, pour témoigner ou alors pour demander, n'est-ce pas, leur réparation. Parlant du cas des victimes dont la plupart ont quitté le pays ou sont mortes, le ministre de la Justice a tenu à apporter des précisions. On fera tout pour respecter l'intimité, n'est-ce pas, des victimes, l'intimité des témoins, n'est-ce pas, qui accepteront de venir témoigner ou pour devenir déposer. Le 28 septembre 2009, au stade du même nom, plus de 150 personnes y ont péri, selon l'Organisation des Nations Unies. À 48 heures du 10e anniversaire des massacres du 28 septembre 2009, notre rédaction a interrogé l'ancien ministre des Droits de l'Homme sur le procès toujours attendu par les victimes et les Guinéens de façon générale. Khalifa Gassama Diaby pense que pour l'honneur de l'État même, il faut la tenue de ce procès afin que justice soit rendue. Ces propos sont recueillis par Abdoulaye Sadio Diallo et Lamine Silla. Nous devons rendre justice aux victimes et du 28 septembre et d'ailleurs, de façon générale, nous devons en finir dans notre pays avec l'impunité. Le procès du 28 septembre doit se tenir. Il faut que les victimes rentrent dans leurs droits. Il faut leur rendre justice. C'est un devoir essentiel et c'est une obligation morale fondamentale pour l'État, pour ce pays. Ça y va de l'honneur et de la dignité de notre pays. Le contraire serait un désastre moral et ça serait un appel à la répétition, ce qui serait proprement dramatique pour notre pays. Je vous remercie.
10 mois après son départ du gouvernement, il décide de briser le silence et de passer aux aveux. Khalifa Gassama Diaby, l'ancien ministre de l'Unité nationale et la citoyenneté, s'est exprimé ce jeudi sur l'actualité sociopolitique de la Guinée. Connu pour son franc-parler, il a suggéré au président Alpha Condé de renoncer à toute volonté de s'éterniser au pouvoir. Aux Guinéens, il demande de respecter les principes démocratiques et surtout d'éviter les escalades verbale. Reportage Abdoulaye Sadio Diallo et Lamine Silla. Je n'ai pas l'intention. Silencieux ou presque depuis sa démission du poste de ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté le 14 novembre 2018, Khalifa Gassama Diaby brise le silence. Au sortir de l'émission Les Grandes Gueules de la radio Espace où il était, l'ancien membre du gouvernement a d'abord posé un premier regard sur l'actualité sociopolitique du pays. C'est une actualité compliquée, vous le savez, je l'ai dit pendant l'émission. Ce qui est important, c'est que d'abord nous évitions les uns et les autres les escalades verbales et que chacun, les uns et les autres, pèsent nos mots, mais qu'en même temps, nous restions fermes et intransigeants sur les valeurs et les principes de la République. 10 mois après avoir boudé le gouvernement d'Alpha Condé, Gassama Diaby conserve toujours sa liberté de ton. D'ailleurs, ici, il suggère à son ancien patron de respecter la constitution guinéenne, notamment la limitation du nombre de mandats présidentiels. Et j'ai sollicité, à travers mon avis, à ce que, bien entendu, le chef de l'État reste fidèle à son combat et aux engagements pris sur la base de la constitution de notre pays et bien entendu renoncer complètement et définitivement à toute hypothèse de se représenter puisque cela n'est pas souhaitable pour notre pays et pour la démocratie que nous voulons construire pour notre pays. L'ancien ministre des Droits de l'Homme pense que le peuple de Guinée peut exiger de son gouvernement le respect des principes démocratiques, mais avant, il faut passer par les préalables. Il faut que les Guinéens soient eux-mêmes fidèles aux valeurs de la démocratie. Une fois qu'ils le seront, ils peuvent exiger de leurs gouvernants et de leurs politiques le respect de ces valeurs. Ça serait une des meilleures manières de garantir les droits humains, les libertés essentielles, notamment celles des médias et la protection des libertés individuelles. Cette sortie de Gassama Diaby intervient dans un contexte sociopolitique tendu après l'entame des consultations nationales par Kassori Fofana, empirée par la déclaration d'Alpha Condé à New York, appelant ses militants à se préparer pour le référendum et les élections en Guinée. Autre chose à présent, le président guinéen s'est exprimé ce jeudi devant l'Assemblée générale des Nations unies. Alpha Condé, qui préside l'initiative africaine pour les énergies renouvelables, invite le monde à se tourner vers le continent dont la majorité de la population n'a pas accès à l'électricité. Il appelle notamment à plus d'investissements dans le domaine énergétique dans les différents pays. Suivez cette vidéo proposée par nos confrères de Guinée 360. Lors de la COP21 a été lancée l'initiative africaine pour les énergies renouvelables AREI, dont j'assume la présidence. Ainsi, cette initiative de transformation initiée et menée par l'Afrique pour accélérer, intensifier, exploiter l'immense potentiel africain des ressources d'énergie renouvelable et le développement durable et le respect du climat sont les mots d'ordre de cette initiative. Née avec beaucoup de scepticisme, dans un contexte général où nous avons pris l'habitude de ne jamais respecter les objectifs fixés, aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'annoncer à cette Assemblée que le Conseil d'administration de l'AREI du 23 septembre dernier a pu prendre acte et confirmer que l'objectif de financement de 10 gigawatts qui était prévu pour 2020 a déjà été atteint, puisque nous sommes déjà à 9,99 gigawatts. Et j'ai le plaisir aussi de vous informer que 92 autres projets sont en évaluation technique et en cours d'approbation. Ceci permettra de donner l'énergie propre à des millions de foyers répartis dans toutes les régions géographiques du monde. Nous pouvons dire donc que l'Afrique, avec cette initiative en matière d'énergie renouvelable et en action pour la lutte climatique, tend
pour notre continent que pour le monde. Ainsi, lorsque l'Afrique parle d'une seule voix, elle gagne. Nous venons de voir le cas de la zone de libre-échange. Monsieur le Président, les 2 tiers des Africains n'ont pas accès à l'électricité. Je lance ici un appel pour encourager et solliciter l'implication de plus de partenaires publics et privés du monde entier à investir dans le secteur des énergies renouvelables en Afrique. Ceci permettra à notre continent d'exploiter plus efficacement ses ressources et rendre la vie plus agréable et plus attractive à nos jeunes pour qu'ils puissent enfin considérer l'immigration comme un choix et non une contrainte inévitable. Quand l'Afrique gagne, c'est le monde qui gagne, car l'Afrique est l'avenir du monde. Réforme du règlement des différends entre investisseurs et États. Ce jeudi s'est tenue la 3e réunion régionale intercession qui vise à apporter des amendements aux lois régissant les rapports entre investisseurs et États. Ces travaux vont permettre d'améliorer le climat des affaires, mais aussi l'arbitrage entre les États africains et les partenaires. Abdourahmane Ba et Aboubakar Dine Kamara. Les États africains sont souvent confrontés à la puissance des multinationales et les procédures judiciaires sont longues et coûteuses. Il y a déjà des lois qui régissent ce rapport entre investisseurs et États, mais malheureusement, qui souffrent d'insuffisance. Quand vous êtes confronté à des multinationales qui ont beaucoup plus de moyens que vous, plus de moyens de pouvoir communiquer, ils influent sur les décisions arbitrales. Donc c'est important de pouvoir mettre en place un système qui soit beaucoup plus équilibré pour nous. Le but de cette réforme est non seulement d'améliorer l'arbitrage en cas de conflit entre investisseurs et États, mais aussi prévenir d'éventuels différends en priorisant le dialogue. Disons qu'il faut prévenir en ayant des conventions ou des contrats qui sont signés, qui soient bien équilibrés et qui permettent des mécanismes de pouvoir, de manière bilatérale, résoudre les conflits. Mais au cas où les conflits sont inéluctables, ce qui est quelquefois le cas, il faut qu'on ait des mécanismes qui nous permettent d'être rassurés par rapport au traitement que nous allons recevoir. Réunissant des professionnels du droit de plusieurs pays africains, les résultats de cette 3e réunion interrégionale représentent un enjeu majeur pour l'Afrique. Il faudrait que nous saluions d'abord le travail du groupe qui a été fait et également de pouvoir nous entendre sur les options possibles de solutions. Le ministre parlait justement de la prévention. Elle est nécessaire. Et l'une des solutions proposées est qu'il y ait un organe qu'on appelle un centre consultatif qui pourrait, avant même la survenance d'un litige, commencer déjà à prévenir, à donner des conseils pour éviter d'arriver au litige. 2 jours de formation et d'échange entre cadres des travaux publics et professionnels de médias. L'objectif recherché est de permettre aux participants de cerner les différentes étapes d'un projet routier, la durée d'un contrat, la mobilisation des fonds. Mamadou Kalisso, Abou Koria Kourouma. L'entretien routier, le processus de mobilisation de financement des projets routiers, le code des marchés publics, cas particulier des TP, critères de choix des projets, tous ces thèmes ont fait l'objet d'échanges. Le but recherché est de permettre aux journalistes de mieux appréhender certaines questions liées au TP. J'ose croire aussi que pendant ces 2 jours, vous avez compris qu'un projet routier ne peut pas se faire en 1 mois, ni en 6 mois, ni en 1 an tout court. Ça prend du temps. Les projets en cours de réalisation, des perspectives, des difficultés rencontrées dans l'exécution des projets, des difficultés liées généralement au décaissement des fonds. Il y a aussi des entreprises qui font des offres avec des enveloppes qui ne leur permettent pas d'achever le contrat. Mais ils font des prix juste pour avoir le marché. Et comme l'indique le code des marchés publics, le mieux disant le moins disant. Donc celui qui casse le prix, mais l'offre technique est bien montée et l'offre financière aussi est moins disant ou mieux disant. Vraiment, tu vois, on le donne. Donc souvent, ces gens-là, ils n'ont pas la capacité de finir les travaux parce que le montant pour eux-mêmes, ce qu'eux-mêmes ont noté comme montant pour les travaux, ne suffit pas vraiment pour finir les travaux. Des participants apprécient la qualité des échanges, l'expérience acquise. Je dirais qu'on était comme des simples citoyens. Partout où on voit le démarrage des travaux, il faut très vite voir le goudron. Mais les techniciens de ce département nous ont expliqué de fond en large
quelles sont les conditions, quels sont les aspects techniques, quels sont les b.a.-ba, ainsi de suite. À l'issue de ces 2 jours, je ne dirais pas que nous sommes des spécialistes en matière de travaux publics, mais nous avons eu quand même le b.a.-ba. Certes, un effort a été fourni, mais il reste beaucoup à faire, explique cet autre journaliste. Très souvent, la confusion vient du haut. Lorsque les gens ne sont pas suffisamment informés de la différence entre un lancement et un démarrage d'un projet routier, lorsque ces lancements interviennent et coïncident avec des agendas électoraux, je pense que très souvent, c'est ce qui aussi constitue en tout cas des éléments qui favorisent la désinformation et les rumeurs autour des travaux routiers. 24 agents des forces de sécurité guinéennes ont achevé hier un stage sur l'analyse des risques dans les frontières à l'école de la gendarmerie. Ils ont été formés par la Guardia Civile à travers le projet Blue Sahel initié par l'Union européenne et le Royaume d'Espagne. Ces agents pourront désormais intervenir sur des questions liées au renseignement dans le domaine des frontières aériennes, maritimes et terrestres. Mamadou Saliouba et Aluseni Kamara. La fanfare pour célébrer un effort, ou plutôt un jour, celui de la clôture d'une formation sur l'analyse des risques dans les frontières. Une initiative du projet Blue Sahel avec un seul objectif, réduire la vulnérabilité des frontières. Nous avons acquis beaucoup de connaissances, nous permettant, une fois dans nos unités respectives, de pouvoir restituer fidèlement aux autres collègues qui n'ont pas bénéficié de telles formations afin d'être au même niveau. 24 agents de la police, de la gendarmerie et de la douane ont bénéficié du projet Blue Sahel avec la Guardia Civile. Reconnaissant les actes de l'Union européenne et du Royaume d'Espagne, le haut commandant de la gendarmerie demande à l'Espagne de continuer d'appuyer les forces de sécurité et de passer par tous les moyens diplomatiques pour que la gendarmerie nationale ait un accès tout droit vers la Guardia Civile. Parce que c'est évident que quand on pourchasse ces gens sur les eaux de la Guinée-Bissau, c'est la direction des eaux guinéennes qu'ils vont prendre. Donc si les mêmes dispositions qui sont prises de l'autre côté ne sont pas prises par là, on va chercher les criminels de la Guinée-Bissau et vont venir s'engouffrer en Guinée. La sécurisation des frontières est d'une importance capitale. Une certitude qui semble toucher l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Guinée, qui ne compte pas s'arrêter là. J'en discutais aussi, je me suis compromis personnellement avec le général, au commandant de la gendarmerie nationale, de mener à bien une démarche auprès de mes autorités pour l'on puisse explorer des voies de coopération beaucoup plus étroites, plus intenses, qui ne se limiteraient pas seulement au Blue Sahel. Des discours de soutien et d'amitié, les récipiendaires appelés pour recevoir leur satisfecit, les formateurs accompagnés de cadeaux, le fruit d'une coopération qui restera à jamais gravée dans les annales de l'histoire. Que deviennent les jeunes candidats à l'immigration clandestine une fois qu'ils sont de retour au bercail après une aventure très douloureuse et pleine d'expérience? Comment parviennent-ils à se réinsérer socialement et économiquement? Une de nos équipes a rencontré quelques-uns qui ont accepté de se confier. Vous verrez dans ce reportage, c'est très dur et malgré leur jeune âge, certains mineurs sont prêts à tout pour rejoindre l'Eldorado. Algassimou Yaliba et Amar Alexis, là, nous signent ce grand format. Suivez. Base européenne, en plein cœur de Koloma, dans la commune de Ratoma. C'est ici que le jeune Amadou et ses copains se retrouvent pour parler de leur rêve commun, partir en Occident, l'Eldorado de Amadou. En 2017, il a pris le chemin pour se rendre en Europe. Mali, Niger, Burkina, Algérie puis Maroc. Il se retrouve là, dans cette forêt où plusieurs centaines de jeunes migrants se préparent pour affronter la barrière qui sépare l'Afrique de l'Espagne. Vivre dans la forêt, ce n'est pas facile, pour ne pas mentir.
Nous cotisons pour préparer à manger en groupe. Si tu parviens à avoir un poignet de riz, tu es chanceux. À défaut, tu bois de l'eau et tu dors. Parti de son pays à seulement 17 ans après un décrochage scolaire, le jeune Amadou affronte la dure réalité de l'aventure dans cette jungle. Le voici assis parmi plusieurs autres jeunes migrants. En deck maintenant, celui qu'on dit de faire ça, un officier te demande de faire ça, ou un officier qui ne fait pas son travail. Wallah bila menadem. Dans la forêt, il y a trop d'exigences. Nous les Blacks, on a nos chefs, un président qui nomme un officier et un commandant. Vous vous formez jusqu'à la date que le chef fixe et puis vous frappez. En 2018, la veille d'une grande fête musulmane, lui et son clan frappent, comme il le dit. Près de 400 jeunes affrontent les policiers marocains avec tous les risques pour franchir les grillages barbelés. 2 morts et plusieurs blessés selon le jeune. Lui et 200 autres migrants atteignent finalement Ceuta, un territoire situé dans l'Espagne. Le rêve se réalise. Mais la joie ne va durer que 24 heures. Ils seront tous embarqués et retournés au Maroc, puis en Guinée, selon lui, en violation des règles internationales. Nous, quand on a frappé, il y a eu 2 morts. D'autres ont perdu leurs yeux. Certains ont eu des fractures. Des gens en meurent directement. Mamadou Aliou Bari a quant à lui une histoire différente. Lui décide de braver la Méditerranée. Nous sommes allés jusqu'au niveau de la mer. On est rentré. On n'a pas pu monter dans le pirogue. Jusqu'au bord de la mer. Comme vous savez, il y a des patrouilles. Il y a des patrouilles qui viennent 2 fois. Donc quand on a vu les patrouilles, on était obligé de rentrer. Après avoir dépensé plus de 20 millions de francs guinéens avec des passeurs sans succès, il rentre sous la pression de sa famille. Je me suis présenté au bureau d'OM volontairement. Ils ne m'ont pas forcé. J'ai cherché des amis qui m'ont fourni quelques informations. Ils m'ont dit qu'il y a des retours volontaires pour des personnes qui veulent rentrer au pays. Donc je me suis présenté au bureau de OIM. Je les ai tous expliqués. Sur le lendemain, on s'est embarqué. Il a bénéficié d'un accompagnement de 450 €, soit un peu plus de 4 500 000 francs guinéens de l'OIM, mais qui ne vont servir, selon lui, qu'à payer des dettes contractées pour préparer sa mésaventure. Vous en avez fait quoi? L'argent. En fait, dans l'argent, parce que je devais de l'argent à quelques amis, donc je les ai donné l'argent. Actuellement en chômage, l'ancien conducteur de mototaxi promet de repartir dès que possible. Je passe toute la journée à boire du thé avec mes amis. Donc vous pensez que quand je gagne l'argent là, je vais rester ici encore? Non, je vais aller tenter ma chance une fois de plus pour voir. Bien sûr, je sais que c'est risqué, mais personne ne sait là où il va mourir. Personne ne le sait. Beaucoup de mes amis ont traversé, d'autres sont restés. Mais personne ne sait là où il va mourir. Quand je gagne l'argent, là, je suis prêt à y retourner. Tu es prêt vraiment à laisser ta vie pour aller en Europe? Bien sûr que je suis prêt à le faire. Vous savez pourquoi? En fait, si l'État faisait quelque chose pour nous les jeunes, je n'allais pas tenter ma chance une fois de plus encore. Quant à Amadou, qui n'a bénéficié d'aucune forme de soutien, il est devenu vendeur de fripes à Madina. Peut-être le temps de préparer une autre aventure vers l'Occident. Nos tentatives d'avoir l'Organisation internationale des migrations ont été toutes vaines. Parlons santé à présent. Accessibilité aux soins médicaux, c'est le thème de la première journée scientifique. Elle est organisée par l'Association guinéenne de chirurgie. L'objectif est de créer un espace de formation et d'échange d'expériences dans la pratique chirurgicale en vue d'améliorer la qualité de la prise en charge de la population guinéenne. Mariam Fodé Camara, Abdoulaye Camara. Les urgences représentent la vitrine d'un hôpital et 80% des drames se jouent là, d'où l'importance du choix du thème central de ces journées basées sur l'accessibilité aux soins chirurgicaux d'urgence. Le pronostic vital de ces malades-là est engagé parce que c'est des gens qui ont besoin d'un soin chirurgical immédiat et de qualité. Donc si ce n'est pas le cas, il va sans dire que beaucoup de nos malades vont décéder au niveau des urgences. Nous allons rassembler tous les chirurgiens de la Guinée au niveau de cette organisation
pour que nous ayons une vision claire et nette de la pratique chirurgicale dans notre pays. Le ministre de la Santé attend de réaliser la déconcentration des spécialités chirurgicales. Le ministre de la Santé et de l'Enseignement supérieur, à travers cette journée, espère pouvoir trouver la solution. Tout le monde n'a pas la possibilité de quitter Yomo, Koundara, Gawal, etc., Sigiri, pour se rendre à Conakry où il y a les meilleurs spécialistes. Mais avec ces partages d'informations, d'expériences, de pratiques médicales, je pense bien que ça pourra être un ouf pour ces populations n'ayant pas de moyens. Il y a encore des difficultés que nous devons surmonter, notamment ramener les chirurgiens auprès des populations dans les zones défavorisées comme à l'intérieur du pays. Plusieurs praticiens de la chirurgie venus du Mali, du Tchad, de la Côte d'Ivoire, de la Tunisie et du Niger apporteront leur expertise. Les urgences chirurgicales deviennent une préoccupation et également avec la démographie qui ne fait que croître. Donc les urgences chirurgicales sont une réalité et on n'est pas prêt à en finir avec. Ces praticiens comptent pérenniser leur activité pour une chirurgie de meilleure qualité au service de nos populations. Incendie au marché de Madina, un bâtiment en chantier a pris feu à Avaria. Plusieurs magasins ont été consumés ainsi que leur contenu. Des stocks importants de friperies sont partis en fumée. Mohamed Damaro Kamara et Mohamed Alousseni Kamara. L'établissement est occupé par une entreprise spécialisée dans la vente de friperies. Oumar Kondé, la victime, n'en revient pas. C'est un investissement énorme qui est réduit en cendres. On vient de décharger 2 conteneurs de 40 pieds ici, à peine 4 jours. Donc on a vendu seulement 3 jours. Mais maintenant, là, je ne peux pas estimer, parce qu'il faut faire d'abord le calcul. Et en 2 conteneurs, peut-être on a vendu peut-être la moitié. Mais le reste, tout est perdu. Rien ne sauve rien. Les sapeurs-pompiers disent avoir été alertés aux environs de 3 heures du matin par un motard. Comme vous pouvez le voir sous les images, le feu n'a su être maîtrisé que très tardivement et son origine pourrait être autre qu'un court-circuit, fait remarquer le directeur général de la protection civile. C'est un bâtiment de 18 mètres de long. Il n'y a aucune aération, tout est barricadé, il n'y a pas de fenêtre ni rien. Donc c'est fort probable que forte concentration de certains matériels peut provoquer l'incendie. Les dégâts sont inestimables. Les victimes ne veulent pas s'en tenir à ces hypothèses. Et même si cela ne compensera pas les pertes enregistrées, elles attendent toutefois les conclusions de l'enquête que la protection civile a promis d'ouvrir pour connaître l'origine véritable de l'incendie. Faut-il craindre un drame à Koya? En tout cas, tout porte à le croire. Des flancs de la montagne de Kakulima et de Balance sont envahis par des constructions anarchiques. Un danger permanent que ses occupants semblent minimiser s'ils martèlent qu'ils détiennent tous les documents légaux et qu'ils s'acquittent de leurs factures d'eau et d'électricité. Il faut noter que la complicité des autorités locales et ceux de l'habitat n'est pas à exclure. Alseni Bari et Yacouba Traoré. Déjà à Sanoya, ces habitations sont observables de loin, sur le flanc de la montagne. Le danger est visible. Les monts Kakulima et Gbalan de Koya sont agressés par ces constructions anarchiques. De simples maisons, des villas dignes de personnes nanties. Nous décidons de faire un tour. Route défoncée, une végétation fan, des familles contentes d'y habiter. On nous a vendu ici avant qu'on s'installe. Donc on a tous les papiers. Toute personne qui est installée ici a ses documents. À Somaya Plateau, un marigot où les enfants se lavent et font la lessive. En remontant la zone, tout paraît plat. Ses habitants sont catégoriques. Ils n'ont pas été sensibilisés à quitter. Certes, ils sont conscients du danger, mais préfèrent rester. Personne ne nous a conseillé de quitter ces domaines. Cependant, on a vu ce qui s'est passé en Sierra Leone. Que Dieu nous protège.
Nous sommes ici au quartier Madegema, dans l'une des dernières maisons qui longent cette montagne. Si la complicité des autorités du quartier n'est pas occultée, mais aussi celle de l'habitat n'est pas occultée, faut-il le noter que ces citoyens rassurent qu'ils détiennent tous les papiers. Cet enseignant a fait 4 ans sur les lieux. Il détient selon lui les titres de propriété et tous les documents y afférents. Tous les papiers légaux sont là. Sur la montagne, les eaux de ruissellement se sont déjà frayé le chemin. Cela n'effraie pas pour autant les riverains. Ces hommes payent l'électricité et l'eau couramment. L'eau, on paye, l'électricité, on paye. On vient tout à l'heure de se départager là, avec une antenne là, de l'EDG qui était venue tout de suite là pour quand même la régularisation là, des fils électriques là, qui avait causé là, un peu là, des problèmes. Loin de s'imaginer en danger, les chantiers affluent de plus belle. Ouvriers, maçons, travaillent sur le terrain. L'accès à la terre reste un problème. Là, c'est un peu difficile quand même, car la route est en pente. Oui, c'est difficile d'amener les camions par là. Pour connaître l'implication des autorités, nous sommes allés à la rencontre du chef de secteur. Celui-ci est malade. La chef de quartier de Somaya, l'une des zones les plus concernées, était absente de son domicile. En décembre 2018, le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire a lui-même fait le constat sur le site. Ibrahima Kourouma est même allé jusqu'à promettre une récupération du domaine. Et c'est tout pour ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Passez d'excellents moments en notre compagnie. Au revoir.